Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de tuto qui sera consacré à l'EOS M5 et donc comme d'habitude je ferai une première vidéo pour à peu près montrer ce qu'on aura dans les menus lorsqu'on utilisera pour la première fois ce petit EOS M5. Donc je vais pas vous mentir, je suis revenu plusieurs fois dessus parce qu'il y a des trucs à comprendre et si vous achetez cet appareil photo et que vous êtes habitué au réflexe Canon, il faudra faire attention parce que l'ergonomie des menus et notamment la personnalisation des touches est vraiment très étrange. Donc c'est un mix de plusieurs on va dire inspirations qui sont pas forcément de chez Canon, et donc on va commencer tout de suite. On va l'allumer. Voilà, l'appareil photo est allumé. On va enlever le cache. Donc on va se retrouver en mode live view évidemment, vu qu'on n'a pas de mode réflexe puisque c'est un mirrorless, je vous le rappelle. Et donc déjà une chose, lorsque vous allez aller dans vos menus, si vous êtes en vidéo ou en photo, les options du menu seront différentes et il y aura des menus qui seront accessibles d'une autre manière. Donc je vais vous montrer. Donc là je vais mettre l'appareil photo en manuel. Et je vais aller dans les menus. Donc là, il y a le guide des fonctions qui vous permettra au début de comprendre, si vous n'avez jamais eu d'appareil photo avant, les paramètres de réglage en fonction du mode. Et puis voilà. Donc on est au début et on va commencer par l'onglet de qualité d'image. Donc là, si vous avez un 80D, vous verrez que le RAW n'a qu'une seule possibilité et donc c'est le RAW normal, donc avec toute la résolution du capteur, et donc ce sera du 24 millions de pixels avec une résolution de 6000 sur 4000 pixels en 300 dpi, attention. Et on n'aura pas, comme sur le 80D avec lequel je filme, l'option de 11 mégapixels et 6 mégapixels. Donc on peut changer avec cette molette là les JPEG et celle du haut, enfin de devant, le RAW. Donc en option de JPEG, on va avoir plusieurs options possibles comme vous le voyez là. Donc le JPEG large compressé, donc vous voyez que ça augmente le nombre de photos qu'on peut prendre. Le médium, donc qui sera qu'à 11 millions de pixels. Le médium compressé. Le small qui est à 6 millions de pixels, le small compressé, et un small encore plus petit qui fera une résolution de 2K, je crois, si je ne me trompe pas. Ah, voilà. Hop. Et on revient là. Donc là, on va avoir la possibilité de choisir le ratio d'aspect. Donc le ratio, ce sera l'aspect de l'image de l'horizontale en fonction de la verticale. Donc 16/9, c'est en principe le format de vidéo, donc qui est accessible à la fois en RAW et en JPEG. Le 3,5 qui est le format de photo normal de tous les réflexes, je le rappelle, donc de tous les formats 35 mm basiques, APS-C, plein format. Et après on aura aussi le format 4/3 comme sur les notamment les Panasonic et les Olympus, qui est donc un ratio un peu plus petit en largeur, enfin en format paysage, donc ça permet de pouvoir inclure plus d'éléments verticaux dans vos paysages, mais ça peut être des fois problématique. Donc, et après on aura un format carré, donc sachez que si vous n'êtes pas au 3,5, vous perdez de la résolution du capteur, donc ce qui est un peu normal. On va revenir du coup. Donc voilà, affichage des informations de prise de vue. Donc là on va avoir, comme on est sur un mirrorless, on va avoir l'affichage écran et l'affichage viseur. Donc sur l'affichage écran, on va pouvoir mettre 1, 2, 3 et 4. Donc dans le premier on va avoir les infos normales, après on aura notre grille de cadrage que je laisse tout le temps parce que je trouve ça pas mal. Après on n'aura pas d'infos et normalement je ne mets pas ça.
mais si vous le mettez en vidéo, c'est le seul moyen de voir votre volume d'enregistrement sur cet appareil photo, ce qui est un peu chiant parce que vous n'avez pas de prise casque là-dessus. Donc je vais quand même le mettre, et lorsqu'on fait, on va faire menu, et lorsqu'on vient là, si on appuie sur info, on va avoir l'affichage 2, l'affichage 3, et après l'affichage 4. Donc voilà, où on peut avoir nos infos et tout ce qu'on va choisir dedans. On revient dans les menus, et donc on va voir ici simulation d'expo activé. Il faut le laisser, puisque comme c'est un mirrorless, il travaille à exposition réelle, et si vous désactivez, en fait l'écran arrière et le viseur vont se mettre dans en gros ce qui est un peu compliqué, c'est qu'en gros il va prendre en théorie les réglages que vous avez dans l'appareil photo, et il va les laisser tout le temps comme ça. Donc si vous sous-exposez ou surexposez, ou vous changez de cadrage, il va rester dans l'exposition auquel il est arrivé. Donc il ne changera pas l'exposition en fonction des paramètres de l'appareil photo, si vous préférez. Affichage aussi, affichage inversé, donc ça je ne vois pas à quoi ça sert, donc on va passer à l'onglet suivant. Donc mode d'affichage. Donc affichage fluide, donc moi je le laisse sur fluide. Si vous voulez économiser de la batterie, vous pouvez le mettre sur écho, sauf que le problème c'est que vous allez perdre du framerate dans le viseur, et l'image n'aura plus l'aspect de ce que... Enfin, n'aura plus l'aspect optimal sur l'appareil photo, ce qui peut être des fois problématique. Là on aura le format d'affichage du viseur, donc là on a l'affichage 1 où en fait les infos iront dans le viseur, et l'affichage 2 où les infos iront sur les côtés. Je laisse affichage 1 parce que ça me permet d'avoir un cadrage le plus large possible, enfin un confort un peu plus grand. Durée de revue, donc en gros lorsque vous prenez une photo, si vous avez déjà vu ça sur un réflexe, vous allez avoir l'image qui se met sur l'écran arrière. Donc moi je le désactive toujours, puisque l'écran des fois on peut le voir du viseur, mais sur un mirrorless c'est encore pire, puisque l'image va s'afficher à l'endroit où l'écran est actif, donc c'est-à-dire soit dans le viseur soit à l'arrière. Donc dans tous les cas vous ne pourrez plus prendre de photos à ce moment là, il faudra revenir appuyer sur le déclencheur pour revenir dans le mode de prise de vue. Donc je le désactive. Donc ce que vous voyez c'est que vous avez d'options de 2, 4 secondes, 8 secondes, et maintenu jusqu'à ce que vous ayez plus envie de voir votre image. Donc, on va rester sur désactiver. Déclenchement tactile. Donc vous pouvez l'activer, moi je vais le désactiver, j'ai une touche qui me sert à l'activer ou pas. C'est la touche qu'il y a sur le côté de la monture, si vous voulez savoir. Et après affichage, point de zone AF, centre, point tactile. Alors je ne sais pas trop à quoi ça sert, j'ai mis point tactile, mais il se peut que je me trompe. Donc ça c'est des choses, vous le verrez avec le temps, comme c'est dans l'optique d'une première prise en main, ça me dérange pas trop de pas connaître certains paramètres, puisque ça vous arrivera à vous aussi, et c'est pas forcément détaillé non plus dans le manuel. Donc soit il faut vous renseigner sur internet, soit le faire par vous-même et comprendre ce qui se passe par vous-même, ce qui au final est la chose la plus importante, puisque c'est vous qui allez utiliser cet appareil photo. Donc paramètres toucher, déplacer AF, donc ça va être important. Donc dès que vous êtes dans le viseur, vous pouvez soit activer soit désactiver, mais lorsque vous êtes dans le viseur, si vous mettez activé, en fait une partie du pad tactile, enfin de l'écran tactile, va être utilisable pour changer le focus. Donc lorsque vous l'activez, méthode de position j'ai laissé absolue, parce qu'en relatif normalement lorsque vous touchez il va partir de l'endroit où vous êtes, mais j'ai l'impression que ça prend trop de ressources à l'appareil photo, et donc ça bug un peu, donc je le laisse sur absolu. Donc en gros à l'endroit où vous appuyez, ça va revenir à l'endroit où vous pousse, et donc vous le déplacerez à partir de là, ce qui est pas mal. Après là c'est la zone, donc en fonction que vous ayez l'œil droit ou gauche directeur, il va falloir mettre votre pan. Donc vous pouvez prendre soit toute la partie de l'écran droit, soit gauche, soit haut droit, soit bas droit, et si vous voyez au-dessus il y a pan complet aussi, donc ce sera tout l'écran. Donc si vous voyez un peu le tout, voilà, vous pourrez choisir exactement ce que vous voulez. Moi j'ai mis
au droit, parce que comme j'ai l'œil droit directeur, ça me permet d'avoir à la fois tous les contrôles et de pouvoir toucher très vite. L'autofocus, je mets pas droit complet parce que ça me fait pas le format de l'image cadrée, donc je préfère avoir un truc plus petit mais plus cohérent. Voilà. Donc on va revenir. Page de menu de réglage rapide. Sélectionner, nanana. Donc voilà. Donc c'est ce qui va être activé lorsque vous utilisez votre Q button. Donc vous allez arriver là et donc il y a tous les trucs qui sont affichés là seront dans votre menu Q. Maintenant si je vais faire info, on va pouvoir choisir ça là, par exemple, et on va pouvoir, ah d'accord, on va juste pouvoir voir ce qui se passe. Donc je vais peut-être mettre ça en veille. Hop, voilà. Et donc on va revenir en arrière. Donc on revient dans les menus. Donc opération AF. Donc moi je mets mode cerveau. Vous pouvez mettre one shot, mais sachant qu'il y a un mode autofocus qui fait tout le temps le one shot, je le mets en cerveau et après je change mon mode d'autofocus. Je trouve ça plus pratique puisque j'utilise le bouton arrière pour faire la mise au point, bien qu'il ne soit pas très pratique sur les OSM, mais on reviendra là-dessus dans une autre vidéo. Donc voilà. Voilà, donc dans la méthode de suivi, c'est là où donc le tracking de visage plus suivi, c'est la zone où par exemple si vous choisissez votre point autofocus, vous allez avoir la zone la plus restreinte, mais dès qu'il verra un visage, il va se mettre dessus, ce qui peut des fois être un peu problématique. AF zone fluide, il va prendre je crois un sixième de l'écran, un truc dans le genre, et ça sera l'endroit où il fera l'autofocus en fonction de quelques collimateurs qu'il y a dans le carré, je crois que c'est 6. Et après on a un collimateur AF, donc celui-là ne s'utilise qu'en one shot, et donc ça va créer un collimateur qui sera soit grand soit petit. Voilà, donc vous pouvez le voir là, petit. Et donc vous voyez qu'on ne peut pas sélectionner cerveau, donc on peut choisir soit petit, soit normal, donc ça changera la taille de votre collimateur AF. Donc là je vais me remettre en mode de tracking de visage et de suivi, pardon. Et donc là vous voyez qu'on ne peut pas changer la taille de la zone AF. Par contre, l'AF continu va pouvoir être activable. Donc l'AF continu, c'est que lorsque vous cadrez un endroit où vous choisissez votre point, il va de lui-même faire l'autofocus, donc vous n'aurez plus qu'à appuyer sur le déclencheur. Ça peut être pratique des fois, mais moi ça me pose des problèmes lorsque je vais prendre plusieurs fois la même photo et que je veux par exemple la regarder derrière, il va refaire le point ailleurs, donc il faudra remettre une couche, mais ça peut être plutôt pratique. Il faut faire attention de bien savoir si vous l'avez activé ou désactivé, parce que des fois, en ne pensant pas qu'il est là, si vous venez d'un réflexe, ça pourrait être problématique. Après, faisceau d'assistance AF LED, donc on a une LED ici qui est orange et qui va typiquement, si vous le mettez sur on et qu'il fait trop sombre, il va éclairer sa cible pour pouvoir faire l'autofocus plus rapidement, ou faire même juste le faire pour avoir plus de V pour que l'autofocus marche. Et donc moi je le mets sur off, et quand j'en ai besoin je le mettrai sur on, parce que si vous prenez des gens ça va facilement les déranger. Donc après on a paramètres de repère de manual focus, donc repère activé. Hop, voilà, donc ça c'est ce qui s'appelle le picking, et donc ça va être lorsque vous êtes en manuel focus, ça va vous permettre de voir via une couleur les zones de contraste les plus élevées, donc là où en théorie la mise au point est faite. Après ça ne marche pas sur tout, notamment si vous avez beaucoup de profondeur de champ, ça va avoir tendance à ne pas vraiment bien marcher. Vous avez une zone de netteté, mais c'est pas très précis, moi je trouve, du moins sur ces générations d'appareils photo. Peut-être que ça s'améliorera dans le futur. Et donc suivant ce que vous avez dans votre photo, là par exemple j'ai du rouge, bon je serais tenté de ne pas mettre du rouge, mais je mets du rouge parce que c'est ce qui est le moins présent dans la nature en général. Voilà. Paramètres de stabilisation. Donc si on met activé, donc quand je serai en vidéo, il va activer une stabilisation numérique en fait.
qui, contrairement à la stabilisation optique, va bouger le capteur, tandis que la stabilisation numérique va faire un peu comme lorsque vous changez l'horizon sur vos photos Lightroom, ça va recadrer un peu dans la photo, donc vous aurez un crop léger de l'image. Donc niveau audio désactivé. Alors c'est parce que on n'est pas en mode vidéo, mais du coup je referai un passage en mode vidéo pour montrer qu'on peut bien le régler. Donc correction des aberrations des objectifs. Donc il reconnaît bien l'optique qui est devant, qui est d'une optique réflexe. J'ai mis une bague d'adaptation dessus qui marche très bien, qui n'est pas la Canon, qui est la Viltrox. Et donc je peux mettre toutes les corrections qui sont présentes dans l'appareil photo. Moi typiquement je les désactive parce que j'utilise le RAW et je préfère que l'appareil photo marche au maximum de ses capacités lors de la prise de vue, ce qui peut le ralentir lorsque vous prenez la photo. Après ce qui est bien c'est que vous pouvez dans l'appareil photo après coup remettre les corrections sur vos JPEG. Donc bracketing évidemment. Ça va être ce qui va vous permettre de, si vous regardez, alors ça va utiliser quel, ah voilà, on utilise la roue de compensation d'expo. Alors je comprends pas pourquoi dans ce mirrorless c'est présent, cet onglet est présent. Bon, l'autre, si vous utilisez ça, vous allez avoir votre bracketing en fonction de la surex et de la sous-ex que vous voulez. Mais typiquement l'onglet du dessus ne devrait pas exister vu qu'on a une roue de compensation d'exposition ici qui va servir tout le temps. Voilà, donc c'était ça. Et après on va passer au menu 5. Donc sensibilité ISO, donc vous pourrez le régler sur l'appareil directement. Donc lorsqu'il n'est pas sur... vous pouvez régler auto et l'ISO max en automatique. Vous pouvez le maxer évidemment là, mais moi je préfère en automatique laisser à 6400 ISO. Et donc ma vitesse elle va être en auto, mais vous pouvez le changer bien évidemment. Et si vous voulez le régler à l'extérieur de l'appareil photo, par défaut c'est réglé sur la molette du dessus, ici, voilà, qui n'est pas présente sur les réflexes Canon. Alors priorité haute lumière, ça va être le mode de dynamique étendu, donc à savoir que en JPEG il va il va essayer de faire un genre de photo avec deux ISO différents et mettre une exposition un peu mieux dans les ombres. Donc il utilise deux ISO différents, donc ça fait que typiquement lorsque vous l'utilisez le D+, vous perdez votre ISO 100 puisqu'il va étager son exposition souvent à deux ISO différents, voire plus. Donc vous n'avez pas le 100 ISO activable, voilà, on va dire. Et moi je préfère mieux pas le mettre puisque je règle ça sous Lightroom encore une fois. Après si vous faites du JPEG ça peut être vraiment utile. Correction auto de luminosité, donc je l'ai mis sur off parce que encore une fois j'utilise le RAW et que je suis pas sûr que l'appareil photo soit capable de donner exactement les résultats que je veux, mais vous avez un accès sur faible, normal, standard et élevé. Voilà, on va rester sur off. Mesure de la méthode de mesure, pardon. Donc la méthode de mesure, elle va pouvoir être accessible à la fois ici et si vous la mettez sur votre molette, vous avez un bouton au-dessus qui va vous permettre de changer. Donc vous avez le choix entre évaluative, voilà, si je me souviens bien, qui va être sur tout l'écran, sélective, donc il va prendre l'arrière-plan comme vous le voyez, et spot, ce sera vraiment lorsque vous avez quelque chose à prendre de vraiment très précis, donc comme une lumière ou ce que vous voulez. Et là, en moyenne la prédilection, voilà. Donc comme c'est marqué, ça sert à ça. Donc voilà, je vais revenir en arrière. Contrôle du flash. Moi, comme j'utilise pas le flash, j'ai enlevé l'émission de l'éclair. On a le choix de la mesure évaluative ou sur une zone un peu plus faible, on a la correction des yeux rouges, on a la sécurité du flash,
Donc moi je suis pas un spécialiste du flash, donc je vous montre les fonctions pour vous montrer quelles ils sont. Et donc comme vous le voyez là, Canon n'a jamais fait ça, c'est mettre plus d'onglets que qu'en gros la place qu'il y a dans le menu. Normalement il aura fait une page supplémentaire, mais bon voilà, c'est une première chez Canon. Donc voilà. Après, donc balance des blancs. Encore une fois, ça peut être réglé via cette molette là, mais moi je la mets toujours sur automatique parce que c'est toujours plus facile à régler sous Lightroom. Je trouve que les yeux... Après, si vous voulez faire un style un peu spécial, comme vous voyez, ça va avoir tendance... Donc tungstène, ce sera plus froid typiquement. Fluo aussi. Et, flash, donc pour la photographie au flash. Et donc on a une personnalisée. Donc vous pouvez du coup la personnaliser. Mais je trouve pas ça très utile puisque toutes les situations existent dans le monde, donc personnaliser une balance des blancs, je trouve pas ça très utile. Et on a la balance des blancs en Kelvin qui va être typiquement la balance des blancs la plus correcte, parce que si vous y connaissez en Kelvin, vous savez les mesurer ou que à l'œil vous arrivez à bien les voir, ce sera la meilleure méthode à utiliser en tant que professionnel. Donc balance des blancs personnalisée. Donc si vous faites ça, je sais pas si j'ai une photo dans l'appareil photo, voilà, si vous avez une scène qui peut être sujet à être un peu bizarre et que vous voulez garder un style, le même style pendant tout votre shoot par exemple, si vous avez, je sais pas, des lumières qui clignotent ou des trucs dans le genre, vous prenez une photo qui vous va et vous pouvez régler une balance personnalisée juste pour ce moment là, et donc c'est souvent à ça que va servir la balance personnalisée. Voilà, on va revenir en arrière. Correction de balance des blancs. Donc là on va rentrer dans un onglet un peu plus spécifique. Là vous pourrez régler la balance des couleurs dans votre balance des blancs. Donc vous pouvez vous faire une balance automatique mais qui va prendre en compte des pré-réglages comme des couleurs un peu plus personnalisées. Moi je ne le fais pas puisque sur le RAW ça ne fait pas grand chose. Il faudrait que je vérifie, mais je crois que les infos restent quand même. Mais vous pouvez encore une fois changer ça sous Lightroom et je préfère. Donc style d'image auto, donc ça va vous servir en JPEG. Sérieusement ça n'ira pas sur les RAW, mais ça ira sur vos vidéos vu qu'il n'y a pas de S-Log ou en gros de RAW en vidéo. Donc il faudra, si vous faites de la vidéo et que vous voulez avoir des pré-réglages, il faudra utiliser vos styles d'image. Voilà. Donc réduction du bruit en exposition longue, donc c'est un mode automatisé. Du coup, comme vous commencez à le comprendre, je ne m'en sers pas, mais vous avez accès à, comme d'habitude, auto ou on. Il précise pas ce que ça fait, mais auto ça va appliquer une expo, il va automatiquement essayer de se dire ah mais c'est quoi le bruit et qu'est-ce que je vais corriger dedans, tandis que on a l'air d'avoir un réglage plus, comment dire, pas précis, mais toujours le même réglage en gros, activé, voilà. Et auto, je pense qu'auto, non, je me trompe, auto va avoir tendance à choisir entre off et on, voilà, c'est tout. Donc menu, réduction du bruit à ISO élevé. Donc là c'est un peu différent, c'est dès que vous allez aller dans des hauts ISO, votre signal va être amplifié, du coup vous allez avoir plus de bruit évidemment, et donc là l'activation sera, alors le NR je pense qu'il est accessible en mode de dynamique élevé, donc des plus, mais je suis pas sûr. Donc voilà, les options sont limitées avec RAW. Voilà, vous voyez que ça ne sert pas à grand chose de le faire sur un RAW, donc moi je le laisse sur off, donc, encore une fois pour que l'économiser le processing de l'appareil photo. Donc mode d'acquisition, ça vous pourrez le régler, moi je l'ai réglé là-dessus, enfin vous pouvez encore une fois l'avoir là-dessus. Donc vue par vue, continue haute vitesse, et là ce sera basse vitesse. Retardateur télécommande. Alors ce qui est marrant, c'est que contrairement au réflexe Canon, on va avoir notre retardateur télécommande qui va être dans un menu différent de
la méthode d'acquisition. Donc comme vous voyez, vous avez l'option off, l'option après 10 secondes, après 2 secondes, après le nombre de secondes que vous voulez. Donc par exemple, vous pouvez faire 5 secondes ou ce que vous voulez. Par exemple, si je vais là, non. Si je mets info, voilà. Donc on peut faire la prise, et on peut mettre le nombre de prises de vue aussi qu'on veut. Donc je vais le remettre sur off. Bien faire attention à le remettre sur off après, parce que, enfin, après l'avoir utilisé pour vos photos à retardateur, parce que si vous voulez choper un moment rapidement et que vous avez le retardateur, ça ne va pas marcher, bien évidemment. Donc là on a la taille d'enregistrement, et ce qui est marrant c'est qu'on y a accès là, mais en théorie on n'a pas forcément accès en, comment dire ça, lorsqu'on n'est pas en mode vidéo. C'est peut-être parce que je l'ai laissé en manuel, mais la première fois que j'étais rentré dans le menu, j'avais pas accès à ça. Donc AF Cerveau vidéo, ça vous permet, lorsque vous faites du vlog, d'avoir tout le temps live qui marche, ce qui est plutôt bien. Si votre appareil photo a un problème à faire l'autofocus, vous pourrez appuyer sur déclencheur, mais moi je préfère mieux appuyer sur l'écran arrière. Obturation lente auto. Donc je sais pas si c'est un rapport avec un truc qui faut faire attention là-dedans. Normalement, un appareil photo ou une caméra va se limiter en termes de vitesse au framerate que vous avez pris. Donc si vous prenez 24 ou 25 images par seconde, il va pas aller en dessous de 1/25e. Sauf que là, j'ai découvert que des fois j'ai l'impression d'avoir du lag en vidéo. C'est parce que j'étais à un 15e de seconde. Donc c'est le premier appareil photo à pouvoir faire un framerate en dessous du framerate de la vidéo. Je suis pas sûr que ce soit très fameux, mais voilà, du coup je vous dirais de faire attention lorsque vous filmez avec ça, de pas trop tourner la roue de vitesse si vous êtes en exposition manuelle. Donc voilà, on a fini avec le menu shoot pour ce qui est de la vidéo. Enfin, j'ai pas regardé là, mais on a la taille d'enregistrement vidéo. Sachez que évidemment c'est différent en NTSC et en PAL. Là je suis en NTSC parce que je fais de la vidéo sur YouTube, et donc c'est plus simple. Mais si j'étais en PAL, j'aurais le choix entre 50 et 25 images par seconde. Donc vous prenez pas la tête si au départ c'est pas bon. C'est normal, si c'est marqué en PAL, il faudra le changer. Et apparemment, à ce que je vois, le mode PAL est accessible que quand on est dans l'onglet vidéo. Mais peut-être que je me trompe, qu'on l'aura dans le menu, dans ce menu là du coup de setup. Donc d'habitude sur les EOS, il n'y a pas cet onglet. Donc j'ai pas réussi à comprendre à quoi correspondait TLJ, mais je le laisse en mensuel. Donc votre caméra vous montre votre dossier en mensuel. Donc ce qui est bien, c'est que vous pouvez copier directement l'onglet et le foutre dans votre comment dire ça, dans votre ordinateur, sans avoir à refaire un menu avec la date où vous l'avez prise. Donc ce qui est plutôt sympa. Donc numérotation de fichiers en continu, donc ça vous permettra de savoir jusqu'à 9999 photos, le nombre de photos qu'il a prises, et après il repartira à 0, et si il fait ça bien, son dossier de fichiers passera à 101, puis à 102, puis à 103. Donc formater, évidemment, pour formater votre carte. Lorsque vous avez une nouvelle carte que vous mettez dans votre appareil photo, ou la première carte que vous mettez dans le EOS, formatez-la parce qu'elle n'est pas formatée pour l'appareil photo. Donc si vous avez des problèmes de rafale ou tout dans le genre, c'est bien évidemment que vous n'avez pas formaté la carte avant. Donc là j'avais dit que c'était présent qu'en vidéo, mais du coup non. Donc là on aura système vidéo, NTSC et PAL. Et donc si je le mets en PAL, je vais vous faire la démonstration. Voilà, je suis passé à 25p, 50p, et voilà. Donc à noter que l'appareil photo ne vous donne pas l'option d'avoir en I, donc c'est-à-dire en entrelacé, ce qui est plutôt bien si vous faites de la vidéo sur YouTube. J'ai des vidéos où j'avais oublié que l'appareil photo était en entrelacé et ça me posait des problèmes de mocheté. Donc paramètres d'affichage. Donc typiquement en fait c'est ce qui permet ça en fait, voilà, qui passe de l'écran arrière à l'écran du viseur.
Donc si vous n'aimez pas ça, vous le remettez en manuel et par exemple, moi j'ai mis le bouton ISO pour que si j'ai envie que ce soit en manuel, par exemple que j'ai tout le temps le viseur, je puisse revenir à l'écran arrière en appuyant sur le bouton ISO. Voilà. Donc niveau électronique, vous allez pouvoir avoir la possibilité d'étalonnage de l'inclinaison horizontale et verticale, mais il faut se mettre sur un endroit très droit, donc avoir un niveau à bulle avant. Donc c'est bien que ce soit là. Après moi je m'en sers pas trop, donc je vais pas le régler, du moins pour l'instant. Mode veille, donc voilà, on peut l'activer, mais ça va faire en sorte que l'appareil photo se comporte comme un ordinateur, donc a un peu assombrir l'écran. Mode écho, on a le choix entre quand ça se désactive, et voilà, comme sur un appareil photo Canon normal. Voilà, affichage de luminosité, je l'ai laissé en standard là-dessus. Il n'y a pas de capteur du coup pour changer la luminosité. Affichage de nuit désactivé, donc ça ce qui va être bien, c'est que si vous faites de la photographie de nuit, ça va vous permettre de ne pas vous cramer la rétine, mais là comme vous le voyez, ça fait un peu comme les Apple, ça met un éclairage orange, bon c'est bien que ce soit là. Donc ça, lorsque vous arrivez dans votre appareil photo, il va directement vous demander votre date et heure, mais pas forcément le fuseau horaire. Donc le fuseau horaire, vous allez le mettre là, donc pays, j'ai mis Paris évidemment. Hop, voilà. On retourne en arrière, date, heure. Alors moi ce que je fais, donc là vous avez la date d'aujourd'hui. Quoique... Pourquoi il a désactivé l'horaire d'été? Parce qu'il est quelle heure là? Oui. Donc à plus ou moins quelques minutes, voilà, il est à l'heure. Donc on va mettre OK. Donc moi ce que je fais, c'est que je mets d'abord l'année, après le mois et le jour, parce que c'est réglé comme ça dans l'ordinateur. Ça donne toujours, comment dire ça, l'emplacement de votre dossier sera toujours linéaire et bien les uns après les autres. Si vous réglez ça comme ça, si vous mettez les jours en premier, tout va s'en mêler les pinceaux, surtout quand vous passez des mois. Voilà, vous pourrez voir ça si vous faites ça dans votre ordinateur. Donc je le laisse comme ça puisque la valeur la plus stable c'est l'année, après c'est le mois et après c'est le jour. À savoir que si vous mettez le nom de votre appareil photo à côté, il faudra mettre une lettre avant un chiffre, sinon ça va continuer et ça va mettre au lieu de, par exemple si vous mettez 90 derrière, ça va mettre 1180 au lieu de, enfin l'ordi va le comprendre comme ça. Voilà. Donc langue, alors lorsque vous utilisez l'appareil photo pour la première fois, il ne vous demande pas la langue, ce que je trouve un peu bizarre, donc c'est ici dans le 3. Donc vous allez avoir accès, ce qui est bien chez Canon, c'est que vous avez toujours toutes les langues, quel que soit le pays. Alléluia. Signal sonore, c'est quand je prends une photo, il va m'indiquer que je suis en train de mettre au point, ou que j'ai mis au point. Et ce qui est marrant avec cet appareil photo, c'est que lorsque vous êtes en cerveau, il le fait aussi à la première fois qu'il passe au point. Donc volume des opérations, c'est lorsque je suis là, si je touche, eh ben, ça va me mettre un bruit. Qui est plutôt désagréable. Conseil et info activé, donc vous pouvez le désactiver, mais si vous ne connaissez pas toutes les fonctions de votre appareil photo, notamment si vous commencez à utiliser des modes semi-automatiques ou manuels, c'est bien de l'avoir, puisque comme vous l'avez vu au début, il va vous indiquer ce que vous réglez dans ce mode. Fonction tactile standard, alors sur le 80D j'ai tendance à le mettre en sensible, mais là je le mets en standard, puisque comme ça sert aussi à choisir le collimateur, en fait mon pouce, si j'ai rappuyé un peu derrière, en sensible il va avoir tendance à toujours rechanger le point, ce qui n'est pas très pratique. Donc nettoyage de capteur, c'est ce qu'on a sur tous les appareils photo, donc le nettoyage auto activé, donc ça il y a un changement, parce que sur tous les Canon, à la base, il y a à l'arrêt ou au démarrage qui est choisi et qu'on peut choisir, et là du coup c'est activé tout le temps, et là on a le nettoyage immédiat, donc on va le faire, et voilà, le capteur se nettoie, hop. Et donc j'ai l'impression que... non c'est pas... Donc il va faire plus de bruit là, puisqu'en fait il utilise tout le temps le capteur.
alors que au départ il va pas le faire, puisque lorsqu'il démarre le capteur n'est pas tout de suite branché. Donc voilà, ne vous étonnez pas qu'il fasse plus de bruit lorsque vous nettoyez votre capteur manuellement. Voilà. Alors on va revenir. Et donc on arrive dans le menu 4, donc connexion Wi-Fi. Donc je reviendrai plus spécifiquement dedans, et sachez que voilà, vous pouvez transférer à plein de choses différentes. Et hop, on peut régler le sans fil. Donc il faut donner un pseudo à son appareil photo, et il faut utiliser l'application. J'arrive. Camera Connect. Canon Camera Connect, ça sert à rien que je le montre, mais voilà. Donc ce qui sera bien sur les EOS M5, c'est que vous avez un réglage Bluetooth qui, lorsque vous chopez le Wi-Fi sur votre téléphone, va passer en Bluetooth pour économiser de la batterie. Donc en théorie c'est bien, je reviendrai là-dessus sur un tuto plus particulier. Donc on a des choses qui sont pas géniales, donc si certains ça leur plaît d'avoir les logos de certification, et ben ils sont là. Mode de prise de vue perso, donc C1 et C2. Sur votre molette vous avez deux modes qui sont C1 et C2. Donc là on va régler en manuel, et par exemple je vais choisir un paramètre précis qui est bulbe. Après on va aller ici, on va choisir F11, et en ISO on va choisir 100 ISO. Et donc là si je reviens dans mon menu et que je fais mode de prise de vue, je fais enregistrer réglage, mode de prise de vue perso C1, et je fais OK. Donc mon mode C1 sera ce que j'ai mis là. Donc par exemple si je rechange mon paramètre comme c'était avant, donc je crois que c'était ça, et 1/30 de seconde, c'est juste pour illustrer par exemple, hein. Et que je vais dans mon C1, quoi? Alors là j'ai pas tout compris là. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Pourquoi il a pas conservé mon bulbe? Menu, enregistrer réglage. Ça c'est assez étrange. Hop. Donc là j'ai eu un petit problème évidemment. Donc je suis en exposition manuelle, je reviens là. C'est un. Et en théorie, voilà. Je sais pas pourquoi il a fait ça, il a dû avoir un petit bug, mais en théorie, voilà, je suis censé conserver les réglages que je lui ai indiqués. Donc la première fois, essayer de vérifier du coup, puisque l'appareil photo n'a pas voulu savoir ce que je lui disais, et donc voilà. Donc on revient à notre menu manuel. Hop. Et on passe en dessous, donc info de copyright. Je vous conseille, si vous comptez vendre vos photos, de saisir vos infos de copyright, donc votre nom et le détail de votre copyright. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais en fait ça vous servira lorsque vous contestez l'usage d'une photo à avoir le RAW de base qui aura servi à la prise de vue et pouvoir justifier de l'appartenance de votre photo. Donc veillez bien à garder vos RAW, ou si vous les passez à quelqu'un de confiance qui ne saura ne pas se les faire voler ou se les approprier. Donc lorsque vous avez d'occasion votre appareil photo, évidemment il faut enlever les infos de copyright, justement pour un problème équivalent. Donc, alors le menu Expo, est-ce qu'il va être accessible? Voilà, le menu Expo ne sera accessible que lorsque vous avez un mode automatique ou semi-automatique. Ah, pardon. Voilà, je
pas pourquoi il s'est pas remis comme il fallait. Et donc on va être ici, on aura décalage de sécurité désactivé. Ce qui est marrant, c'est que ça marche de façon différente en fonction de, voilà, donc CFN, non, décalage d'exposition sécurité, donc je mets rien. Donc voilà. Oui, je parle un peu dans ma barre, puisque en fait le problème c'est qu'il y a des réglages qui diffèrent en fonction de la vidéo et de la photo, donc il faudra que je repasse dans les menus pour vous indiquer comment ça marche. Donc là, typiquement, sur tous les Canon, on va pouvoir régler quelques fonctions. Moi, ce que je reprocherais à Canon, et celui-là ne fait pas d'exception, c'est que contrairement au Sony, rien n'est personnalisable suivant le désir de l'opérateur. Vous pouvez pas mettre par exemple sur ISO, vous pouvez pas mettre vitesse, vous pouvez pas mettre ce que vous voulez, AF, voilà. Donc typiquement lorsqu'on va arriver là, on va avoir un réglage qui sera un peu différent de ce qu'on a habituellement sur les Canon. Normalement vous réglez exactement la touche que vous voulez, et là ce sera par association de touches. Donc là, ça parle du bouton autofocus, donc qui est le déclencheur, pardon, et le bouton étoile. Donc normalement, si vous connaissez, vous allez avoir votre AF et déclenchement, AF à mi-course plus déclenchement à pleine course, enfin appuyé pleinement sur le déclencheur, et l'étoile servira à mémoriser l'exposition. Tandis que moi je préfère avoir l'autofocus derrière, puisque ça vous permet de pouvoir prendre des photos sans avoir fait soit l'autofocus au préalable. Donc par exemple, lorsque l'appareil photo va avoir tendance à ne pas comprendre une scène, vous pouvez lui foutre un coup d'autofocus, et si ça vous va, vous pouvez déclencher si vous lâchez le bouton, alors que si c'est sur le déclencheur, vous ne pourrez jamais le faire. Ça vous permet aussi d'utiliser le cerveau tout le temps, en utilisant comme un one-shot, ou lorsque vous avez fait votre mise au point, vous pouvez le lâcher et déclencher sans que ça essaye de remettre au point ailleurs. Voilà. Donc, il me fait chier à revenir tout le temps là. Et comme vous le voyez, le mode écho marche. Donc du coup, là, moi, je l'ai réglé sur verrouillage AE autofocus, parce que si on ne verrouille pas l'exposition sur le déclencheur, si vous mettez l'autofocus sur la toile, aucun autre bouton vous permettra de faire ça, ce que je trouve un peu chiant. Donc après, on a ici, donc vous voyez, c'est toutes les molettes. On va pouvoir régler ça. Donc molette donc c'est la molette avant, celle qui est autour du déclencheur, et la molette arrière. Donc vous allez avoir deux réglages qui est TVAV, le mode de base, pardon. C'est TVAV. Alors ce que ça veut dire, c'est TV c'est priorité vitesse, et AV c'est priorité ouverture. Donc ouverture et vitesse. Donc de base, la vitesse vous la réglez sur la molette avant, et l'ouverture c'est la molette arrière. Sauf que moi sur mon Nikon, et j'ai eu l'habitude même sur mes Canon de mettre l'ouverture au-dessus, puisque c'est au-dessus la molette sur les réflexes Canon, et la vitesse derrière, donc je mets AV-TV au lieu de TV-AV. Voilà. Et donc là, ce sera cette molette de fonction là, et vous pouvez du coup, je regarde ce qui me reste en enregistrement, vous pouvez enregistrer des fonctions dedans. Donc là, ce sera en fonction des modes. Donc là, c'est les modes semi-automatiques. Donc je vous le rappelle, hein, AV c'est priorité ouverture, donc vous choisissez la vitesse. TV c'est la priorité vitesse, donc vous choisissez l'ouverture. Et le mode P, vous choisissez que l'ISO. Voilà. Et donc du coup, là on va pouvoir choisir, donc on a ça aussi pour le mode vidéo, donc lorsque vous êtes en vidéo manuelle, et le mode manuel, donc on va regarder par exemple pour le mode manuel. Alors sachez que lorsque vous, du coup, vous réglez pour l'un, vous devez régler pour tous les autres. Donc non affecté, et là je m'aperçois que... non, désolé. Il y a un autre menu, donc là vous allez pouvoir choisir entre tout ce que vous allez régler. Donc TV ça va être la vitesse, puisque apparemment en manuel on règle ça comme ça, donc c'est ça qui va me faire chier. Donc en fait je mets pas AF, puisque l'AF je l'ai mappé sur un autre bouton, et vous avez accès à en théorie tous les boutons qui sont censés être ici sur les réflexes Canon. Donc ce bouton est pratique, et donc dès que vous allez appuyer sur le dial, ça va vous mettre toutes les fonctions que vous avez cochées là-dedans.
Après, si vous mettez trier, en fait, ça va vous mettre le normal correspond à la première fonction. Donc là, j'ai toujours mis dans tous les modes ISO en premier, puisque ça me permet d'avoir le triangle d'exposition directement à portée de main, ce qui est plutôt pratique. Donc voilà, donc je reviens à menu. Hop, il me reste plus beaucoup de temps. Et là, ce sera tous les autres boutons. Donc MFM qui est celui-là, j'ai mis AF, le bouton de vidéo sert à la vidéo. Alors ce bouton là, c'est ce que je vous avais indiqué, c'est un bouton qui est devant le boîtier, lorsque ce que vous pouvez voir là sur l'écran. Et là ça va en fait changer entre déclenchement tactile et déclenchement non tactile. Donc ce qui va être dommage, c'est que lorsque vous êtes dans le viseur, vous ne pouvez pas utiliser le déclenchement tactile, donc vous ne pouvez pas toucher même l'écran, vous pourrez juste changer le point autofocus, donc ça se fait que en mode live view. Alors ISO, moi j'ai choisi, ça c'est le, alors, comme vous le voyez, le passer de viseur à écran, donc ça me sert lorsque j'ai pas automatisé le truc, parce que des fois lorsque vous pinchez, voilà, ça fait des problèmes. Et vous avez accès à toutes ces options là qui ne sont pas toutes les options malheureusement. Moi j'aurais bien aimé sur par exemple ce bouton là mettre à la place l'autofocus ici devant, mais ce n'est pas possible. Donc si Canon m'entend et qui pourrait faire un firmware avec ça, ça serait cool. Donc moi la poubelle en mode standard, puisque en menu ça marchera toujours comme une poubelle, j'ai mis mode éco, donc ça permet à tout moment d'aller de mettre en veille. Voilà, ou de faire en sorte que l'appareil photo prenne moins d'énergie. Donc après ce bouton là sert à passer en manuel focus, et ce bouton là c'est pour activer le flash ou le désactiver. Voilà, si vous avez bien compris. Hop, donc le 3 ça sert à déclencher sans l'objectif, donc typiquement ça vous permettra de mettre n'importe quel objectif qui a une distance de la monture au plan focal plus élevée que cet appareil photo via bac d'adaptation. Rétracter l'objectif, donc ça avec tous les STM, lorsqu'il sera en mise au point, en fait, si comme ça marche par couplage électronique, si vous l'éteignez, il va pas pouvoir rentrer et vous pourrez pas le rentrer manuellement, donc il va se refermer tout seul. Donc là on a un sens de rotation, et puis voilà, c'était ça, voilà. Et là on peut tout réinitialiser. Vous pouvez faire ça si vous voulez repartir de zéro lorsque vous avez votre appareil photo d'occasion. Et donc là on va aller dans le dernier menu où on va pouvoir personnaliser un menu. Donc de base il va vous dire créer un nouveau menu et comment lui donner un nom. Donc je l'ai appelé steak pour pouvoir mettre des trucs dans mon steak. Et donc là vous voyez que j'ai mis la connexion Wi-Fi et le paramètre de repère manuel focus. J'aurais pu mettre autre chose, hein, mais du coup on sélectionne et puis voilà, on peut effacer des onglets, on peut renommer. Voilà. Sachez que lorsque vous avez fini un rang, vous devez faire un nouveau menu par la suite pour pouvoir recommencer. Et là du coup vous pouvez ajouter un onglet dans le menu, donc c'est ça que vous aurez de base dans votre menu personnalisé. Et donc c'est tout ce qu'on a comme menu accessible via la touche menu. Mais ce qui est un peu chiant, c'est qu'il va falloir, pour accéder à tous les menus, parce que là ce que vous n'avez pas vu, c'est les interactions avec les photos, comme les filtres et tout le tralala, c'est qu'il va falloir aller ici et retaper menu. Voilà. Donc on va avoir notre dernier petit menu, nos derniers. Donc en fait on va pouvoir protéger des images, faire une rotation, les effacer, les classer, faire un diaporama, typiquement ce qui m'intéresse pas. On pourra faire une liste de lecture, enfin on va pouvoir faire des annotations, recherche d'images, on va pouvoir mettre des filtres créatifs, voilà. Donc on appuie sur 7 et on peut faire plein de choses, effet peinture à l'huile par exemple, voilà.
ce qui est assez horrible. Et donc vous aurez tout ce que vous pouvez vous amuser à faire avec ça. Donc voilà, on va revenir dans le menu. Dans le menu 3, on va pouvoir recadrer. Alors voilà, c'est toujours tac tac tac, recadrer, si je 7. Voilà, c'est ça. Je me souviens jamais comment ça se passe. Pourquoi ça c'est M? Enfin bref. Donc, recadrer, c'est changer la résolution de l'image, et rogner, c'est retailler dans l'image. Voilà, on peut corriger les yeux rouges en post-traitement, et après on peut faire un traitement sur une image RAW. Je ne sais pas si Lightroom conserve les réglages, faudra voir ça. Réglage d'impression, donc voilà, vous pouvez sélectionner tout ça, blablabla. Config livre photo. Ouais, donc apparemment vous pouvez envoyer directement toutes vos photos à la suite dans un ordre précis pour faire vos impressions. Effet de transition, fondu, index. Ah oui, donc là c'est tout. En fait, ça c'est tous vos menus de photos. Donc vous pouvez faire un fondu. En fait, ça va faire une petite transition d'image sympa. Effet d'index. Oui, bon, c'est ça. Alerte de surexposition. Voilà, donc ça c'est typiquement ce qu'on va avoir sur tous les réflexes Canon. Et que en fait je n'aime pas sur Canon pour une raison, c'est que pour moi, pour que ce soit efficace de les activer, il faudrait qu'on puisse les avoir que quand on appuie sur info, comme les infos de la photo, tandis que là c'est tout le temps sur votre image. Donc par exemple moi j'affiche le collimateur AF sur mes réflexes pour essayer d'exactement voir si la mise au point est bonne là où je l'ai faite quand je les teste. Les mirrorless, je trouve que j'ai moins besoin de faire ça parce que par défaut ils sont toujours plus précis. Voilà, puisque l'autofocus est sur le capteur. Affichage de collimateur AF. Donc voilà, du coup c'est ce que je disais. On peut aussi afficher la grille. Alors, rotation auto, je l'ai activé sur cet appareil photo. Ce que je fais pas sur les autres, c'est parce que lorsqu'on le tourne, il se souvient de son horizon. Et donc il est capable de tourner comme sur un téléphone portable la photo. Donc c'est plus pratique de visu, de la voir et de pas avoir à tourner l'appareil photo ou la tête. Voilà. Ou de tourner l'appareil photo pour avoir l'image en plus grand. Poursuivre, dernier visuel. Donc voilà, saut d'image. Ouais, donc là c'est 1 par 1. Information de lecture, recadré. Tac tac tac. Oui. Affichage des informations de lecture. Donc on peut afficher la variation de balance des blancs et toutes les conneries du style les aberrations et tout le tralala. Voilà. Moi je n'afficherai pas parce que je m'en fiche. Donc grandissement, on va pouvoir avoir la taille réelle depuis le collimateur sélectionné. Ah, ça peut être plutôt cool, on va voir ce que ça donne. Je pense que c'est avec la molette là. Puis voilà. Donc là on aura tout notre affichage comme si on l'avait normalement. Donc voilà, je regarde s'il y a d'autres choses. Hein. Attention, c'est juste pour ça. Et donc, voilà. Et donc ça va être le moment de passer en vidéo et de voir s'il y a quelque chose qui change dans les menus. Donc il faudrait que je me souvienne de ce qui se passe dedans. Et donc voilà. Donc maintenant on va se mettre en mode vidéo. Alors juste faites attention lorsque vous utilisez votre roue de mode. C'est ici qu'il va falloir régler parce que Canon a eu la bonne idée de mettre l'indicateur du plan focal juste à côté de la roue des modes, donc on a l'impression que c'est là qu'il faut sélectionner les choses. Et donc comme vous le voyez, eh ben, c'est là qu'apparaît le niveau sonore en vidéo, ce qui n'est pas terrible puisque lorsque vous changez votre info, voilà, vous êtes en mode vidéo.
et vous n'avez pas accès à votre comment dire, à votre niveau, alors que je l'ai là sur le Canon 80D. Voilà. Donc on revient dans les menus, et donc on va revenir au début. Donc comme vous le voyez, c'est différent. Du coup, on est en mode d'enregistrement à la place d'avoir notre comment dire ça, notre qualité d'image, donc exposition vidéo auto. Ce qui va être bien, c'est que du coup il est beaucoup comparé au 80D, sauf que le 80D n'a pas de mode d'exposition manuel, dans le sens où tous les semi-automatiques seront enlevés de l'équation. Et voilà, ça permet, là on peut tout régler, avoir à la fois un mode TV, AV, P, et donc c'est plutôt sympa. Voilà. Donc on revient au menu, donc la qualité d'image sera en dessous du coup, parce que, aussi bien en photo qu'en vidéo, on peut prendre des photos et des vidéos. Sauf que il faut impérativement utiliser le bon mode sur la roue pour pouvoir régler ce qu'on aura dans l'appareil photo vis-à-vis du mode sélectionné. C'est ça où cet appareil photo est plutôt relou, c'est qu'il va fonctionner dans n'importe quel mode, à la fois en photo et en vidéo, mais tous les réglages ne seront pas disponibles. Donc information de prise de vue, donc voilà, on a une règle qui sera du coup différente. Voilà, donc on va afficher celle-là aussi, histogramme, luminosité comme en photo. Voilà, affichage inversé, on va le laisser parce que je ne sais toujours pas à quoi ça sert. Durée de revue, paramètres, donc ça c'est pareil qu'avant. Vous voyez que du coup on n'a plus d'autres options que ça lorsqu'on fait l'autofocus en vidéo, donc on va pouvoir choisir comme d'habitude. Sauf que ce sera toujours, en vidéo ce sera du cerveau quand même, sinon ce sera un peu problématique. Paramètres de repère MF, on l'a, stabilisation, et on n'a pas certains autres modes. Donc comme vous le voyez, c'est assez différent en vidéo. On aura la sensibilité d'ISO, priorité haute lumière, on l'aura encore, mais on aura d'autres modes qui auront encore une fois disparu. Balance des blancs automatique, oui, correction, et on va encore avoir d'autres choses qui ont disparu. Mode d'acquisition, donc là c'est pareil, non là c'est le seul mode où c'est pareil que normalement, et donc on va avoir un cerveau en vidéo, donc voilà, c'est pareil qu'avant me semble-t-il. Sauf que la première fois que je l'avais utilisé, je n'avais pas accès à l'enregistrement de son. Et ce que je pense, c'est que je n'avais pas réglé sur manuel en vidéo. Donc comme il est réglé en manuel en vidéo, maintenant que je suis en photo, je peux le régler. Donc c'est là où il faudra faire vachement attention lorsque vous commencez à prendre en main l'appareil photo. C'est qu'il faut tout débrayer avant de pouvoir tout régler. Donc il faut passer pas mal de temps sur l'appareil photo. C'est pour ça que j'étais obligé de revenir plusieurs fois à cette vidéo. Donc là, on aura nos paramètres habituels. Ouais. Et je sais pas si vous voyez... Enfin, il y a un moment où... Voilà. En fait, il y a un des onglets, je sais plus c'est lequel, où on va pas pouvoir régler C1 et C2 parce qu'on est dans le menu vidéo. Donc c'est là où c'est un peu galère. Donc là, on aura quand même les réglages. Voilà. Ça a changé. C'était décalage d'exposition, et là lorsqu'on est en expo en vidéo, on a extension de la sensibilité ISO. Et je pense que c'est en vidéo, mais ce n'est pas indiqué. Donc c'est un peu chiant. Et donc là, on aura tous nos réglages habituels. Voilà. Quoique. On va quand même regarder à plusieurs fois. Donc là... c'est pareil, là c'est pareil, là c'est pareil. Donc en fait cet appareil photo est bien, mais il va peut-être vous rendre un peu parano au début, donc c'est normal. Et donc là on aura nos réglages comme personnalisés comme l'autre. Donc voilà. Donc du coup, on a fini de faire les tours du menu. C'était un peu laborieux, c'était un peu long, mais ce sera le temps que vous devrez mettre sur l'appareil photo pour avoir quelque chose de correct en réglage avant de pouvoir partir prendre des photos. Donc je pense que vous partirez avant ça, mais si vous voulez tout comprendre dedans, il y a déjà pas mal de... pas de réponse,
mais de réponse aux questionnements que vous pouvez vous poser sur l'appareil photo. C'est pas vous, hein, c'est l'appareil photo qui a un fonctionnement un peu plus différent, je dirais, des EOS normaux. Donc ne vous en faites pas, c'est tout à fait normal que vous puissiez avoir des problèmes avec, mais ça n'en fait pas un mauvais appareil. Donc je vous dis à bientôt dans la chambre de Goupil. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker. Si vous n'avez pas aimé, dites pourquoi, évidemment. Et moi je vous retrouve bientôt pour la vidéo de l'overview de l'appareil photo, et donc des réglages que vous pourrez faire à l'extérieur du boîtier, à quoi correspondent tous les boutons. Donc à bientôt dans la chambre de Goupil. Salut!